Alors, Eric, deux sondages cette fois-ci à analyser, deux sondages québécois, juste à temps pour notre épisode des chiffres. Donc, Léger la semaine dernière pour les médias de Québécois et Palace Data qui a été publié par l'Actualité, qui a été commandé par Québec 125, c'est-à-dire moi. Je pense qu'on pourrait commencer, toi et moi, à regarder ces chiffres-là. J'ai bien sûr beaucoup d'observations. J'ai écrit une chronique dans l'actualité que bien sûr j'invite nos auditeurs à les lire. Mais j'aimerais d'abord avoir tes impressions. Qu'est-ce que ces deux sondages-là, ensemble ou individuellement, te disent sur l'état de la politique québécoise à ce mi-mandat de la CAQ, mi-mandat du deuxième mandat? Ça indique comment ça a changé depuis le tome dernier. Pour aller dans les chiffres, le sondage de Léger, c'était 32 pour le Parti québécois, 25 pour la Coalition Avenir Québec, 15 pour les libéraux, 14 pour Québec solidaire, 10% pour les conservateurs. Et Palace, c'était des résultats assez similaires. Ouais. 33% pour le PQ, 22 pour la CAQ, 17 pour les libéraux, 16 pour Québec solidaire et 11 pour les conservateurs. C'est vraiment la consolidation, je crois, le vote du PQ, parce que c'est maintenant des mois qu'on voit le Parti québécois autour de 30, 34, 33% du vote. Mais aussi pour la CAQ, ils ont arrêté la chute, et je pense que c'est une bonne chose pour François Legault, parce que il était en danger je pense qu'il était en danger si la CAQ a continué la descente à 20, à 17%, quelque chose comme ça. Avec 22, 25%, on voit qu'il y a toujours un peu d'appui concentré dans les régions à Québec. Ça donne au moins des chances pour une relance dans les prochaines années. Mais pour moi, c'est la consolidation du vote du Parti québécois et un peu les restants des caquistes. Je vais faire du chemin sur quelque chose que tu viens de mentionner, que si la CAQ avait descendu de quelques points supplémentaires, la CAQ serait en danger. La CAQ est déjà en danger. La CAQ ne peut pas. Non, mais la CAQ ne peut pas gagner avec des chiffres comme ça. Non, 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 absolument pas. Ouais. Mais je dis que c'est François Legault qui était en danger. Ah, François Legault, oui, je comprends. Personnellement, oui. L'affaire, c'est que les gouvernements en place ne deviennent pas plus populaires pendant leur mandat. Je pense que c'est une règle qui a été quand même assez clairement établie au fil des dernières décennies. Et je regardais ça, et bien sûr, si on regarde la progression des chiffres sur plusieurs mois, en fait, depuis, je dirais depuis janvier, les chiffres n'ont pas vraiment bougé. Le PQ a oscillé entre 31 et 34, la CAQ entre 21 ou 20, je pense, et 25. Les libéraux ont eu une donnée aberrante, mais à part ça, c'est 14 à 17 ou 18. La CAQ je pense que plus ça dure, le fait que le PQ soit en première place par presque 10 points, c'est bon, c'est quoi? 7 points selon Léger, c'est 11 points selon Palace. Plus ça dure, plus la CAQ va sembler désespérée. Et là, bien sûr, on dit ça le matin, on est jeudi matin aujourd'hui, le 13 juin, un matin où est-ce que le gouvernement annonce qu'il va finalement reconstruire un lien autoroutier entre Québec et Lévis. Je veux dire, une saga qui n'en finit plus. Je n'ai pas lu le rapport de CDPQ Infra, mais j'ai lu des gens, dans les journalistes sérieux, qui, eux, l'ont lu. Et c'est drôle parce que j'ai un journaliste qui a vraiment suivi le dossier depuis de longues années, pas juste récemment. Et il m'a dit, c'est drôle à quel point le rapport de CDPQ Infra démolit l'argument d'un lien autoroutier morceau par morceau pour ensuite que le gouvernement dise « Oui, mais on va le faire ». Et je ne comprends pas pour sauver 9-10 sièges dans la région de Québec. Peut-être, est-ce que la CAQ fait ça? Et je regarde les sondages et je me dis « Ah, ok, c'est pour ça qu'ils font ça ». C'est un peu comme Justin Trudeau qui a fait le changement des règles autour de la taxe sur le carbone qui était
c'était pour les Canadiens dans le Canada Atlantique. Ouais. Ça s'applique pour les autres Canadiens aussi, mais c'était pour sauver les sièges dans cette région-là. Mais probablement, ça a causé beaucoup plus de problèmes dans le reste du pays et ça va probablement pas sauver des sièges en Canada Atlantique. Je pense que toute cette saga-là avec le troisième lien, c'est un peu comme ça pour la CAQ. Ils pensent que peut-être ça peut sauver des sièges à Québec, à Lévis, mais est-ce que ça juste continue de donner cette image-là d'un girouette qui va un côté de l'autre? Mais au moins, c'est quoi la définition de la folie? Insanity? La folie, oui. La folie, Ouais. c'est de faire la même chose et d'espérer d'avoir des résultats différents. Traduction libre de Albert Einstein, je crois. Donc, écoute, c'est que... bon, revenons aux chiffres. Donc, 33 ou 32% pour le Parti québécois. Je ne veux pas mentionner ça. On va revenir à la CAQ dans un instant. Pour le Parti québécois, consolider ses appuis, comme tu as mentionné. En effet, le PQ a pris l'avance dans les sondages autour du mois de novembre. On avait eu 2 sondages consécutifs de Palace et Léger qui montraient... En fait, c'était juste après la saga des Kings de Los Angeles, qui d'ailleurs va revenir dans l'actualité en septembre. Ça va être drôle de voir. Ça va être drôle de voir ça. Donc, le PQ n'a pas redescendu, malgré les remous de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité, le PQ est resté fort et ça démontre la solidité de la base. L'option souverainiste, l'option référendaire que M. Plamondon propose plaît aux souverainistes. Et donc, ces gens-là ne vont pas revenir. Ils vont dire j'ai un chef souverainiste populaire qui promet un référendum sur l'indépendance et une chance de sortir du Canada. Ou bien j'ai M. Legault qui dit peut-être qu'on va refaire un troisième lien et un tramway qu'on ne voulait pas. Et je sais que c'est plus complexe que ça, bien sûr, mais on est dans un balado, on regarde la politique chiffrée de jour en jour. Les électeurs ont vécu dans une époque de grand cynisme envers les politiciens, mais des fois, les politiciens nous donnent des raisons de l'être. Et je regarde les actions de la CAQ et je ne comprends pas la stratégie long terme. C'est une stratégie court terme, pas du long terme. Et donc... 22% ou 25%, dans les deux cas, ça serait une défaite pour la CAQ et une défaite assez cuisante. Même s'ils ont une bonne machine électorale qui est bien plus huilée que celle du PQ. Le Parti libéral est toujours dans les limbes, mais on sait, il va y avoir un nouveau chef et on imagine qu'ils ne peuvent pas faire pire. On imagine que le PLQ a frappé déjà son plancher. Est-ce qu'ils vont faire beaucoup mieux? Peut-être. Peut-être pas. Mais ils feront pas pire. Alors, on est dans une période très fragmentée en politique, quand il y a seulement 18 points entre la première place et la 5e place. Parce que c'est ça aussi. Je veux dire, il n'y a pas tant d'écart entre chacun des partis. Oui, le PQ est premier, le tiers de l'électorat à peine. Donc, je sais pas. Est-ce que tu avais remarqué d'autres... Moi, je voulais dire un mot sur QS. Oui, sondages, c'était ça mon commentaire, oui. Exact. Ben, vas-y, je t'écoute. Mais c'est simplement une question pour toi. Est-ce que ça indique que c'est un pari qui a gagné pour Gabriel Nadeau-Dubois à Jonquière? Parce qu'on a vu avant le Congrès qu'il y avait des indications que les appuis pour Québec solidaire étaient en baisse. Maintenant, ça indique que peut-être ils sont un peu en hausse ou au moins ils ont retourné où ils étaient avant le Congrès. Donc, est-ce que c'est comme le parti n'est pas vu maintenant comme un parti qui déchire entre eux? Je pense que la démonstration reste à faire. Le fardeau de la preuve n'est pas encore complet. Mais faut quand même se rappeler qu'on n'a pas un énorme échantillon ici. On a 2 sondeurs. Mais sauf que les 2 sondeurs en avril avaient vu une glissade de 4 points pour Québec solidaire. Et là, en juin, les 2 sondeurs revoient une remontée de 3 points environ pour Québec solidaire. Et donc, est-ce que c'était des fluctuations? Peut-être, mais lorsque les 2 sondeurs voient le même mouvement en même temps, 2 sondages consécutifs, les chances que ce soit juste une fluctuation sont quand même faibles, mais il reste que c'est quand même juste 16% pour QS. Donc, ils sont de retour à la case départ.
à la case départ contre un PQ qui a 2 fois plus d'appui. Et donc, si on, tu sais, je veux dire, les projections de sièges, je ne l'ai pas complété, mais ça serait très difficile pour QS d'enregistrer des gains, mais pourrait même essuyer des pertes. Les sièges de Québec, si on regarde Jean Lesage et Tachereau, pourraient être difficiles à regagner pour QS avec des chiffres comme ceci. Bon, c'est sûr que la division du vote à Québec pourrait aider peu importe qui va gagner. 30% pourrait être suffisant pour gagner Jean Lesage. Mais, donc, donc, pour répondre à ta question, QS s'est rétabli, mais je pense pas qu'il y ait de quoi à célébrer non plus. Il n'y a pas de gain potentiel ici. Donc, intéressant. J'ai regardé les sous-échantillons et je veux toujours faire attention aux sous-échantillons, mais j'ai vu le Parti québécois mène chez les hommes, mène chez les femmes, mène dans toutes les tranches d'âge. Les jeunes, c'était une égalité statistique avec QS, qui était intéressant. Chez Léger et chez Palace, les deux sondeurs voient la même chose chez les jeunes électeurs. Mais Québec solidaire, en moyenne, n'a pas vraiment bougé chez les jeunes. Donc, ce sont les jeunes caquistes qui ont migré vers le Parti québécois. Ce qui est intéressant pour le PQ, bien sûr, parce que ça, c'est potentiellement des nouveaux électeurs souverainistes. Pour peut-être remplacer quelques boomers qui sont en train de partir avec l'effet du temps. Donc, mais non, mais je veux dire, si on parle de revigorer l'option souverainiste, il faut renouveler son réservoir d'électeurs. Et en voyant ces chiffres-là chez les jeunes, c'est une excellente nouvelle pour le Parti québécois. Donc, et peut-être voilà. c'est un mouvement régional parce qu'on a les détails pour l'île de Montréal et les banlieues de Montréal avec le sondage de Palace. Sur l'île de Montréal, QS est en deuxième place, presque en égalité avec les libéraux. Et le PQ est un peu plus loin, en troisième. Mais dans les banlieues, dans le reste du Québec, à Québec, c'est le Parti québécois qui est loin devant QS. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les jeunes qui sont à Montréal et les jeunes qui sont dans le reste du Québec? On ne sait pas, mais avec des chiffres comme ça indique que probablement si le Parti québécois et Québec solidaire sont en égalité parmi les jeunes, dans les régions, probablement c'est les jeunes qui vont avec le Parti québécois et sur l'île de Montréal, ils restent avec Québec solidaire. C'est pas surprenant, mais c'est intéressant de voir ça dans les chiffres. Exact. Et donc, c'est ça. Et si on fait le lien que ce sont des jeunes caquistes qui ont migré vers le Parti québécois, ben des jeunes caquistes, il n'y en avait pas beaucoup à Montréal. Mais il y en avait plusieurs en banlieue et plusieurs en région. Et donc, ça serait logique. Même si, bien sûr, on fait attention. Ici, on n'a pas la donnée définitive qui nous pointe vers ça, mais ça semble suggérer un tel mouvement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Et je veux dire, il y a d'autres volets du sondage Palace qui vont être publiés dans les prochains jours. Comme j'ai dit, j'ai commandé ce sondage-là. Je ne l'ai pas fait, attention, je l'ai commandé, j'ai rien à voir avec les résultats. Et donc, je le divise en volets pour l'étendre sur 2 semaines. Cette semaine et la semaine prochaine, ça va être tout. Après ça, ça va être la Saint-Jean s'en vient, Fête du Canada, il n'y aura plus d'intérêt vraiment pour la politique, sauf pour, bien sûr, ce balado. On va en discuter un peu plus loin. Donc, voilà. Juste une seule chose, je veux dire... parce qu'il y avait ce sondage qui a été fait par Segment pour Radio-Canada avant l'élection partielle au municipal à Gatineau. On n'a pas souvent des chiffres pour une région comme ça, avec un échantillonnage qui était de 1000 personnes. Oui. Donc, c'est assez intéressant. Les résultats étaient 24% pour les libéraux, 23% pour la CAQ, 19% pour le Parti québécois, 16% pour QS. Donc, c'est vraiment divisé. Mais... pour toi, est-ce qu'il y avait quelque chose de surprenant dans ces chiffres-là? Parce qu'on a déjà discuté, est-ce que l'Outaouais va aller avec les libéraux? Est-ce que ça va rester avec la CAQ? Parce que souvent, dans les projections de sièges, il y a un siège ou 2 pour la CAQ en Outaouais. Bon, c'est important ici de mentionner que, en fait, j'ai parlé à Marc Bouchard de Segment Recherche, qui fait partie de l'équipe qui a fait le sondage. D'abord, félicitations d'avoir convaincu Radio-Canada de commander un sondage. Ouais. Je sais que c'est un exploit en soi. Bien sûr, c'est pas Radio-Canada, mais c'est Radio-Canada Gatineau. Et donc, bravo. Et en passant, le sondage de la mairie, les chiffres étaient très proches, donc bravo à Segment. Oui. Pour ce qui est des intentions de vote provinciales, important de dire ici, c'est la ville de Gatineau. Oui. Seulement. Donc, ce n'est pas l'Outaouais.
c'est la ville de Gatineau. Bien sûr, qui est très vaste. Pas aussi vaste que Ottawa, bien sûr, mais c'est très vaste, la ville de Gatineau. Mais ça ne couvre pas l'entièreté de l'Outaouais. Et donc, il n'y a pas de chiffre là-dedans de Pontiac. Il n'y a pas de chiffre des sections plus mais étendues. Ça inclut un peu de Pontiac. Est-ce que Pontiac touche à la ville de Gatineau? Je pensais que c'était juste à l'extérieur. Je pensais que c'était à l'extérieur. Je pense que c'est possible parce qu'une portion de Aylmer est dans le comté de Pontiac. Hull, c'est certain, oui. Hull et Chapleau, je pense, sont les deux circonscriptions principales. Hull et Chapleau ont les deux été remportés par la CAQ. Hull, c'était un peu plus serré. Bien sûr, historiquement, les libéraux gagnent Hull. Et Chapleau, ça a été une victoire quand même assez facile de la CAQ. Avec de tels chiffres de segments, encore une fois divisé, 12 points entre la première et la 5e place. Mais la CAQ serait en difficulté et le PQ n'enregistrerait pas de gain. Il n'y aurait pas de gain à Gatineau pour le Parti québécois. C'est pas vraiment une surprise, on s'entend. Non. Le Parti québécois, s'il retourne au pouvoir, n'a pas besoin de Gatineau. Potentiellement un retour pour le PLQ. Intéressant. On imagine que les libéraux sont plus forts à Hull, que la CAQ est plus forte dans Chapleau. Mais bon, bref, intéressant. Merci Segment Recherche, un sondeur de Chicoutimi, je crois. Je ne veux pas les insulter de la grande région du Saguenay, mais je pense que c'est Chicoutimi. Je pense pas que c'est une insulte d'être de Saguenay. Mais... Non, c'est juste que s'ils sont de Jonquière et je dis Chicoutimi, ils seront pas contents contre moi. J'aurais dû vérifier, mais je pense que c'est Chicoutimi. Il ne faut pas diminuer la rivalité entre les villes là-bas. Donc... mais oui, Segment Recherche, s'il vous plaît, faites plus de sondages régionaux comme ça, si vous le pouvez, si vous avez des clients. C'est intéressant. Je sais pas, moi, Sherbrooke, Trois-Rivières... Gaspésie, peut-être? Juste pour moi? Juste pour... Oui, ça serait vraiment juste Est-ce que Pascal Bérubé est à 60 ou à 70% à Matane? On ne sait pas. Le roi de Matane. Est-ce que tu veux passer au fédéral? On n'avait pas grand-chose à dire sur le fédéral cette fois-ci. Non. On n'a pas eu beaucoup de chiffres ces deux semaines, des dernières 2 semaines. Et je trouve que, au moins, côté des chiffres, c'est un peu plate. Il y a beaucoup qui se passe ici à Ottawa qui est intéressant sur l'ingérence étrangère avec le vote sur le... Je sais pas c'est quoi en français, mais le capital gains tax. Les gains capitaux. Ouais. Ah, OK, mais c'est assez simple comme traduction. Mais je pense qu'on peut passer peut-être aux questions des auditeurs. Si vous as des commentaires sur le fédéral, je sais pas. Pas vraiment, non. En fait, on a seulement le sondage Nanos, que je pense que Éric et moi, on respecte et on aime, mais on sait aussi que c'est un sondage en continu, un rolling poll. Et donc, à chaque semaine, il parle à environ 60 Québécois. Ça fait peut-être 240 par mois. Donc, c'est limité, mais il y a eu un petit rebond pour le Parti libéral fédéral dans le Nanos. Personne d'autre a été sur le terrain récemment. Alors, avant de dire que c'est réel, qu'il y a du momentum libéral, prenons une grande respiration et attendons voir. Je crois que généralement, Éric, arrête-moi si je me trompe, mais avant la pause d'été, il y a une série de sondages. Les sondeurs relâchent leurs chiffres. Voici l'état de l'été. Et Abacus qui nous avait habitués, Abacus Data qui nous avait habitués à un sondage par 2 semaines, presque depuis Noël, là, il est silencieux depuis quelques temps. Je pense que ça s'en vient. On pourra en reparler la semaine prochaine. Mais je pense qu'il y a une raison. Le patron d'Abacus Data est en vacances. Donc, des fois, c'est aussi simple que ça. Et il faut prendre des vacances, absolument, la santé mentale. La course... Ah oui, Léger aussi testé la course libérale et on n'a pas vraiment besoin d'en parler avant qu'on ait quelque chose de réel. Ah non, on va pas mentionner... non, on va passer un peu, passer notre tour. On va y revenir, on vous le promet, chers auditeurs, il n'y a juste pas grand-chose d'intéressant pour l'instant. OK, donc pour les questions des auditeurs, on rappelle, on va répondre à une question de nos membres. Si vous voulez devenir membre, www.leschiffres.ca. Ça nous encourage dans notre projet. Vous pouvez proposer des sujets de discussion. Vous pouvez nous poser des questions. Et ensuite, on va répondre à plus de questions pour nos membres seulement. Donc, pour le grand public. Jimmy Bourassa, sur Patreon, nous demande: considérant l'avance des conservateurs au Canada, qui semble insurmontable,
Est-ce qu'une alliance électorale libérale NPD, on a déjà entendu ça, pour faire barrage à Pierre Poilievre pourrait être envisagée? Comme un peu ce qu'on voit les partis de gauche en France qui ont fait le Front populaire pour s'unir face à l'avance du Rassemblement national. En fait, Jimmy dit « Je ne fais aucun parallèle entre les positions des conservateurs fédéraux et du Rassemblement national, juste un point de vue stratégique. » Ça a été discuté à maintes reprises, je pense, une certaine alliance. Pas nécessairement une fusion, mais une certaine alliance entre le NPD et les libéraux. Éric, je t'ai vu sourire. Vas-y, mon cher. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de cette proposition-là? OK, il y a est-ce que c'est possible? Absolument pas. Les deux partis ne sont pas prêts à faire ça. Il y a tout c'est compliqué parce qu'il y a des partis, des néo-démocrates dans chaque province. Il y a des libéraux dans plusieurs provinces. Au niveau provincial, il veut pas avoir une fusion. Il veut pas être lié au Parti fédéral. Comme Wab Kinew, David Eby, est-ce qu'il veut que l'NPD fasse une alliance avec les libéraux? Non, il veut pas défendre Justin Trudeau. Donc, je ne pense pas que c'est possible. Mais est-ce que ça pourrait fonctionner? C'est ça la question peut-être. On a vu déjà des sondages où il s'était demandé si c'est entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau, pour qui tu voterais. On a vu, pas récemment, mais on a vu aussi dans le passé des sondages où c'était entre les conservateurs et une alliance entre les libéraux et les néo-démocrates. Je pense pas que les chiffres indiquent que c'est une bonne stratégie, parce que même quand c'est entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau, comme si c'est juste deux partis, c'est souvent... les derniers chiffres que j'ai vus, je pense que c'était comme 55% pour Poilievre et 45% pour Justin Trudeau. C'était Abacus. Donc, il y a des libéraux qui, si c'est entre les conservateurs et une alliance avec les néo-démocrates, ils voteraient pour les conservateurs. Et il y a probablement des néo-démocrates aussi, surtout dans l'ouest du pays, qui, si il faut faire un choix entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre, ils voteraient pour Pierre Poilievre. Est-ce que ça peut augmenter les chances pour un parti qui est en alliance entre les deux? Oui, je pense que on parle peut-être de 120 sièges, quelque chose comme ça, peut-être plus. Mais est-ce que c'est une stratégie qui pourrait fonctionner 100%? Je pense que non. 1 plus 1 n'égale pas 2 en politique. Si tu fais une fusion, une alliance entre ces deux partis-là, dans lequel, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'animosité, les électeurs ne vont pas nécessairement suivre. Et j'ai lu ça souvent, il y a plus de progressistes que de conservateurs au pays. Alors, si les progressistes s'alignent, les conservateurs ne seraient jamais au pouvoir. Je dis, ben là, OK, d'abord, donc vous n'êtes pas vraiment des démocrates. Vous voulez vous faire une alliance pour s'assurer qu'un parti ne gagne jamais. C'est pas bien mieux que des gens à droite qui disent qu'on devrait, genre, qui traitent les libéraux et le NPD de communistes. Je veux dire, dans une démocratie, il n'est pas supposé avoir un parti au pouvoir tout le temps. On s'entend, il faut que ça fluctue d'un bord et de l'autre. Mais là, tu as mentionné Poilievre et Justin Trudeau spécifiquement. Trudeau ne pourrait pas vraiment faire monter des chiffres de quiconque. Mais en général, est-ce que un chef générique de centre-gauche qui a les libéraux démocrates, les Liberal Democrats, pourrait remporter la prochaine élection contre Pierre Poilievre? La réponse, c'est peut-être, mais il n'y a vraiment rien d'assuré là-dedans. Et il faudrait qu'ils s'entendent sur une plateforme, et tu peux être sûr que s'ils s'entendaient sur une plateforme, il y a 49% des gens qui ne seraient pas contents. Quand je suis à Ottawa et que je parle à des partisans du staff, des députés parfois, les libéraux vont parfois dire « Ah, les conservateurs, il faut les arrêter. » Puis quand tu mentionnes le NPD, ils roulent les yeux. Et vice-versa. Et donc, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est est-ce que ça pourrait marcher mathématiquement? Si on pense purement mathématiquement, oui, mais tu oublies le facteur humain quand tu considères ça. Ouais. Le NPD n'est pas un parti marginal qui a 4% du vote.
C'est pas la même chose que si Maxime Bernier faisait une alliance avec les conservateurs. Ça n'a rien à voir. Le NPD va avoir un électeur sur 6 ou un électeur sur 5 au Canada. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc, intéressant, mais bien sûr, si on fait la comparaison de ce qui se passe en Europe, la gauche qui a réussi à s'unir, on verra à quel point ça fonctionne après les élections. On verra bien. Et aussi, il faut dire, en Europe, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non, exact. Comme ici, c'est comme... on voit pas ça souvent, mais en Europe, c'est assez commun. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire une alliance en Europe qu'ici. Comme on a vu en Colombie-Britannique, des fois, ça ne fonctionne pas. On va passer maintenant aux questions pour nos membres seulement. Alors, mon cher Eric, tu m'as dit tu m'as dit par texto plus tôt cette semaine que tu avais un quiz pour moi, mais tu avais l'air d'être beaucoup trop souriant par rapport à ça. J'ai comme peur de ce qui m'attend. Est-ce que je devrais avoir peur? Je vais me faire humilier encore. Je sais pas. Je pense que c'est possiblement que c'est facile, mais ça dépend. Okay. Parce que c'est un format assez simple. OK? Je vais citer un événement historique au Québec, mais pas la date. Et tu dois dire qui étaient les premiers ministres canadiens et québécois à l'époque. Donc, si tu sais la date de cet événement, je pense que ça va être facile. OK. Certains entre ces options-là sont assez faciles, mais des autres, je ne sais pas. J'ai 5 événements. OK. Et le dernier événement, il y a 3 réponses que je veux. Mais pour les autres, donc, c'est possible d'avoir 7 points. Je sais, si tu as 5 qui sont corrects, je vais prendre ça comme une victoire. Une médaille d'or. OK? OK, parfait. Okay. Je t'écoute. C'est assez simple, et je pense que ça va être assez vite. OK, on va commencer. Qui étaient les premiers ministres canadiens et québécois lorsque la fondation de la CAQ? OK, fondation de la CAQ, c'était, j'ai envie de dire, octobre ou novembre 2011. Donc, je vais dire Stephen Harper et Jean Charest. Et c'est les bonnes réponses. C'était le 14 novembre 2011. Donc, on commence assez facilement. Qui étaient les premiers ministres canadiens et québécois lorsque le président de la République française, Charles de Gaulle, a prononcé le fameux « Vive le Québec libre » depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal? Et vive la France! Parce qu'il l'a dit aussi. OK. C'était Pierre Trudeau, le premier ministre du Canada. Donc, c'était la fin des années 60, début 70. Alors, est-ce que Daniel Johnson était mort? Est-ce que c'était Robert Bourassa ou c'était Jean-Jacques Bertrand? OK, je vais dire Pierre Trudeau et Bertrand. Non. Non, c'était Bourassa? Trompé avec la date, mon ami. C'était le 24 juillet 1967. Donc, c'était pas Trudeau encore, c'était... Non, c'était Lester Pearson et c'était Daniel Johnson. Oh mon Dieu. Là. OK, bon. OK. Charles de Gaulle a dit « Mon ami Johnson ». Apparemment. OK, bon, il faut... Je me suis trompé d'un an. Ah! Oui, c'est ça. OK. 67. Qui étaient les premiers ministres canadiens et québécois lorsque les femmes ont obtenu le droit de vote au Québec? OK, donc c'était l'élection de 44, alors c'est arrivé pendant le mandat. Je vais dire Adélard Godbout, et au fédéral, c'était avant Louis Saint-Laurent, donc ça devait être Mackenzie King. Et c'est les bonnes réponses, c'était le 25 avril 1940. Donc c'était Adélard. Ah, c'était au début au début du mandat. Oui. Okay. C'était au début de le mandat, et oui, c'était en 44, c'était les premières élections québécoises où les femmes ont eu le droit de vote. D'accord. Beaucoup plus tard que les autres provinces au Canada. Au fédéral, c'était 21, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ça, 1921 oui. ou 20? Oui, c'est ça, 21, OK.
Il y avait aussi le droit pour les femmes qui avaient un mari ou un frère ou quelque chose comme ça qui était en Europe pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Mais c'était calculé parce que les conservateurs savaient que ces femmes-là probablement voteraient pour un parti qui veut la conscription. OK. Oui, il y a de cynisme dans tout. Ah, tiens. Qui étaient les premiers ministres canadiens-québécois lorsque 200 000 personnes à Montréal ont manifesté contre le déclenchement d'une guerre en Irak? Oh mon Dieu, puis je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça en plus aussi, et il y avait un match du Canadien contre, je me souviens plus trop qui, mais c'était une équipe américaine, et les gens avaient Ils sont hués. Comme tu n'as jamais vu l'hymne national américain, au point tel que les joueurs du Canadien, le match suivant, étaient sur l'écran en disant « S'il vous plaît, restez silencieux ». Et donc ça, c'était mars c'est vrai, je me souviens de ça. 2003. Je me rappelle, en fait, il y en avait un francophone, un anglophone. L'anglophone, c'était Doug Gilmour, qui avait joué pour le Canadien pour 1 an. OK. C'était mars 2003. Donc, c'était Bernard Landry au Québec. Est-ce que c'était encore Jean Chrétien? Fuck. C'était-tu encore Jean Chrétien en mars 2003? Oui, c'était lui. Jean Chrétien s'était levé pour dire que le Canada... OK, fait que Jean Chrétien et Bernard Landry. Oui, c'est les bonnes réponses. C'était le 15 mars 2003. J'ai pris quelque chose en 2003 parce qu'il y avait une élection au Québec et il y avait un changement de premier ministre à Ottawa. Mais c'était dans la fin de l'année pour Paul Martin. OK. C'est le dernier. On est aux dernières questions. Il y a 3 portions de cette question-là. D'accord. Donc, tu as juste fait une erreur. Donc, c'est possible d'avoir un résultat presque parfait. OK. Qui étaient les premiers ministres canadiens et québécois lorsque les Nordiques de Québec ont joué leur premier match dans l'ancienne Association mondiale de hockey, leur premier match dans la LNH et leur dernier match avant de déménager au Colorado? C'est un three-parter. Ouais, je ne sais pas. OK, je vais y aller par en arrière. OK? Le dernier match des Nordiques, j'habitais encore à Québec, c'était en série contre les Rangers en 1995. Et donc, c'était Jacques Parizeau et Jean Chrétien. Oui, c'était le 16 mai et les Nordiques ont perdu 2-4 contre les Rangers. Oui, exact. Les Nordiques qui avaient fini premier dans la conférence de l'Est, qui ont perdu contre les 8e. Je détestais les Nordiques quand j'étais jeune. Je détestais. J'étais un partisan du Canadien qui habitait dans la région de Québec et donc c'était normal que je déteste les Nordiques. Alors, je me rappelle d'avoir fait « Haha, ils sont partis. Haha, vous avez perdu votre équipe. » Et quelques années plus tard, j'étais comme « Ah, c'est plate ça. » Il n'y a plus de Nordiques. C'est plate, oui. Anyway, j'étais un adolescent. OK, je recule. Premier match dans la Ligue nationale de hockey, c'était la saison... C'était 1979. Mais c'était-tu 78-79 ou 79-80? Parce que ça fait une différence. OK, je pense que c'était 79-80. Dans ce cas-ci, le premier ministre du Québec, c'était René Lévesque. Ça, il n'y a pas de doute. Et le premier ministre du Canada, si c'était l'automne 79, ça serait Joe Clark. Eh oui, c'est parfait. C'était Joe Clark et René Lévesque. C'était le 10 octobre 1979. Les Nordiques ont perdu 5-3 contre les Flames d'Atlanta. Les Flames d'Atlanta. OK. Je ne sais pas vraiment quand les Nordiques ont commencé dans la Ligue, l'Association mondiale de hockey, mais je sais que c'était les années 70. Donc, je vais dire, au Québec, c'était Robert Bourassa et je vais dire Pierre-Éliott Trudeau. Et c'est parfait, c'était Pierre Trudeau et Robert C'était Bourassa. quelle année? Parce que c'était le 11 octobre 1972. 72, OK. Et encore, les Nordiques ont perdu, mais c'était contre les Cleveland Crusaders. Oh, OK, c'est une autre équipe que... Il y a eu les Cleveland Barons à un moment donné, je pense, mais... Oui, c'est ça. les Barons?
Oui, c'était les Barons, mais à Mais cette époque, c'était le Cleveland Crusaders. Les Nordiques, et là, je ne veux pas enrager les partisans des Nordiques ici, mais il y en a de moins en moins, bien sûr, là, mais les Nordiques ont beaucoup perdu dans leur histoire. C'est comme... c'est une des pires franchises de l'histoire de la Ligue avant que ça déménage à Colorado. Ils ont eu des bonnes saisons à la fin avec des bons choix. À la fin, oui. Mais c'était... Je veux dire, je me rappelle... La raison pour la... J'ai grandi dans la région de Québec, mais de 0 à 8 ans, j'étais sur la Rive-Sud de Montréal. Pourquoi j'ai jamais été partisan des Nordiques? Quand je suis déménagé en banlieue de Québec, c'était la saison horrible des Nordiques. Je pense qu'ils ont eu 31 points. Je vais dire, de mémoire, 12 victoires, 60 défaites et 7 nuls. Quelque chose comme ça. Okay? Les gens peuvent vérifier si j'ai les bons chiffres. Là. Et la même année, le Canadien s'en va jusqu'en finale de la Coupe Stanley, mais perd contre les Flames. Alors, est-ce que je vais prendre pour une bande de losers qui perdent 5-1 chaque soir, ou bien pour l'équipe du Canadien qui a passé proche de remporter sa 24e Coupe cette année-là? Alors... Hey, moi, j'ai commencé avec les Sénateurs d'Ottawa en 1992-1993. Ouais, tout c'était début. Le pire équipe. Et c'était l'année où les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais j'ai resté avec les Sénateurs, au moins pour les premières années. Et quand Steve Duchesne a marqué dans le dernier match en 1996, et... pour ça, ils ont qualifié pour les éliminatoires, les séries. C'était un moment spécial pour moi, comme un jeune adolescente. Fait que t'es partisan des Sénateurs. OK, ça en dit beaucoup, ça. Je comprends. OK, je comprends un peu. Oui, mais pas plus que ça. Et des fois, c'est les Canadiens, mais c'est entre les deux. Mais... Bravo, 6 sur 7. Je pense que c'est une bonne performance. Au moins mieux que les Nordiques dans leurs dernières et premiers matchs. Un bon format de quiz. Merci, Eric. Super. Chiffre de la semaine, mon cher Eric. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Pour moi, c'est 12. C'est le nombre de points de gain pour le Parti québécois depuis septembre, par moyenne. Parce qu'il y avait des sondages de Léger et Pallas en septembre et... dans les dernières semaines. Donc, c'est un gain de 12 points. Donc, ça indique que c'est une session assez efficace pour le Parti québécois. Entre ce temps, la CAQ a perdu 11 points. Et pour les autres partis, c'est pas significatif. C'était un baisse d'1 point pour Québec solidaire, 2 pour les conservateurs et un montée de 2 pour les libéraux. Clairement, c'est entre la CAQ et le PQ. Et 12 points dans... C'est quoi? 9 mois? C'est pas pire. Oui. Ben, c'est ça, une année scolaire, si tu veux, genre une année parlementaire. Non, c'est excellent. Le PQ a clairement gagné la dernière année, si on parle purement de politique. Mon chiffre de la semaine, 34%. Un sondage de la maison de Vancouver, Research Co., fait un sondage sur l'immigration. Et est-ce que la question est simple, est-ce que vous pensez que le nombre d'immigrants légaux devrait augmenter ou diminuer au Canada ou demeurer le même? 34%, c'est la fraction au Québec de Québécois qui veulent diminuer l'immigration légale. Et c'est la plus petite fraction partout au pays. Au Canada, c'est 46%. Je regarde Alberta, 42% veut diminuer. Colombie-Britannique, 48%. Ontario, 53%. Le Québec, le plus bas à 34%. L'immigration va être un enjeu immense dans les prochaines élections fédérales et provinciales, mais des fois, les gouvernements s'avancent un peu sur du terrain glissant. Je ne pense pas que les Québécois sont unis sur cette question-là, assurément. Donc, voilà pour mon chiffre. Très intéressant. Et donc, ceci conclut cet épisode du balado Les Chiffres. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous nos auditeurs. Merci à nos membres. Si vous voulez devenir membre, encore une fois, www.leschiffres.ca pour aussi peu que 4 $ par mois. C'est 3 $. C'est moins que 3 $ par mois si c'est pour l'année. C'est comme un café. Et c'est comme un café McDo, là. C'est pas comme un café de Starbucks. C'est pas un café fancy. Exact. Non. Un petit café de Tim Hortons. Donc, si vous voulez nous encourager, nous appuyer dans ce travail-là, on apprécierait énormément. Et comme on l'a dit, vous pouvez accéder à notre page Discord où il y a des conversations dans les 2 langues sur la politique et nous envoyer des questions et des idées de sujets. Alors, merci beaucoup tout le monde. Éric, on se parle dans 2 semaines.
Élection complémentaire dans Toronto-Saint Paul's dans 2 semaines. On va certainement avoir de quoi discuter de ce côté-là. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée.